Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food. Nous sommes à nouveau dans un lieu merveilleux avec des gens talentueux pour partager des bons produits qui donnent envie. Puisque nous sommes chez Vive, dans le nouveau restaurant de poisson de David et Stéphanie Lequelec, la chef 2 étoiles du restaurant La Seine aussi. Salut Stéphanie et merci de nous accueillir. Salut à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette première ici chez Vive. C'est la première fois qu'on ouvre les portes, donc ravi que ce soit pour Bande de Food. Exactement, et c'était difficile de ne pas entendre parler de toi parce que tu es partout. On ne peut pas ouvrir un journal sans tomber sur toi. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Donc bravo. Autour de toi, des personnalités au talent food, puisque nous sommes avec Pierre Chirac, le pâtissier de la maison Lequelec, qui transforme le sucre en émotion. Salut Pierre. Salut. Autour de toi, Guilherme de Serval, le très très bon spécialiste des vins de l'émission Très Très Bon. On essaye. L'émission culinaire de François-Régis Gaudry chaque dimanche sur Paris Première. Et puis Joël Dupuche, le comédien iodé, l'ostréiculteur sur grand écran, qui a accepté de délaisser, une fois n'est pas coutume, son grand bassin d'Arcachon, son magnifique bassin d'Arcachon pour nous rejoindre. Et puis Aurélie Chéniaud, la journaliste du JDD, la productrice de Batch Cooking sur Teva, l'animatrice du Combat des Régions sur M6, et puis surtout celle qui dit oui quand on l'invite. Et c'est toujours un plaisir. Stéphanie, Vive, pourquoi? C'est un hommage à Guy Béard? Non, encore que ça pourrait. Non, écoute, l'envie de faire une table marine, profondément, l'envie de faire une table avec David, mon mari qui est caché par là et qui va nous cuisiner un peu 2-3 petites choses qu'on espère apercevoir aujourd'hui, qu'on va peut-être apercevoir. Et puis l'évidence d'avoir envie de faire une cuisine un peu différente, un peu joyeuse. Tu vois, un lieu un peu joyeux. D'ailleurs, on est dans cette ambiance un peu à la fois feutrée et en même temps colorée. Une table un peu différente, tu vois, qui surprenne aussi, qui est moins dans le registre dans lequel on me connaissait et on connaissait David. Vive, c'est un peu tout ça à la fois, et puis c'est le clin d'œil à ce poisson qu'on goûtera peut-être tout à l'heure, tu sais, un peu épineux, un peu caractériel. Et puis avec un super fournisseur. Et puis voilà, et puis évidemment, quand tu fais un restaurant d'iode et quand tu as depuis 10 ans une amitié forte avec un Joël, bah, c'est évident qu'on retrouve de la Dupuche ici dans cette maison. Je vais chialer, moi. C'est comme ça qu'on trouve des clients? C'est par l'amitié? Oui, c'est que ça. Alors vraiment, c'est que ça. Je suis à un âge où je serai plus milliardaire. J'essaye plus, par contre, j'adore être heureux. Et tu n'es heureux qu'avec des gens que tu aimes, finalement. Pourquoi tes huîtres, ça s'appelle les parcs de l'impératrice? C'est qui l'impératrice? C'est ta femme? Alors l'impératrice, non. Un peu, oui, je vais dire oui, mais non. Non, en fait, c'est Napoléon III qui a créé l'ostréiculture en France. Avant Napoléon III, l'huître, on l'a ramassée comme on pêche des Saint-Jacques, c'était de la cueillette. Et les bancs se sont taris dans les années 1850. Et Napoléon III a mandaté un gars qui a fait le tour d'Europe de tous les endroits où il y avait des huîtres et qui a codifié la production. Et les premiers parcs qu'il y a eu, c'était à Arcachon et en Bretagne. Et ça s'appelait les parcs impériaux. Et donc, en hommage à Napoléon III, j'ai voulu appeler ça, alors au début, les parcs de l'empereur. Mais je me suis dit déjà, les mecs qui trouvent que je suis mégalo, ça va finir drame. En plus, je voulais faire les perles de l'impératrice. Enfin, je voulais faire une huître qu'on appelait la perle. Mais je me suis dit, si je passe les perles de l'empereur, Napoléon III, déjà, on a quand même bien coupé les jambes. Donc je me suis dit, c'est pas la peine que je charge davantage, et donc on va faire les parcs de l'impératrice. Il y a la classique, la spéciale et la perle. Voilà. C'est quoi la différence entre ces trois huîtres? La perle, c'est la super spéciale, c'est tout ce qu'on a de plus beau. En fait, on est comme les viticulteurs qui font premier vin, deuxième vin, troisième vin. La perle, c'est vraiment le saumon par la forme, le niveau d'engraissement, de mâche, de qualité. La spéciale, on peut avoir les mêmes produits dans la spéciale que dans la perle, mais ça sera moins beau en forme et ça sera moins régulier en gras. Et puis la classique, c'est une huître que j'ai faite pour faire des huîtres un peu comme tout le monde. Mais je dis à mes clients sur la classique, je ne vous promets rien, je n'ai pas de promesse. Elle est comme elle est. Elle est laiteuse, elle est laiteuse. Elle est maigre, elle est maigre. Voilà, c'est une huître. Moi, j'ai vu qu'il y avait deux types de couteaux à huître. Il y a les petits ou les larges. Il y a un truc, c'est le couteau. Alors vraiment, quand on veut manger une huître, vas-y. Je ne sais pas s'il y a des gros plans, mais arrêtez les fourchettes, ça ne sert à rien. Vous prenez le couteau, vous le passez sous le pied, parce qu'il y a une quantité de gens qui laissent ça. Ben oui. Et ça, quand on le laisse, c'est comme si on jetait la noix de Saint-Jacques dans une Saint-Jacques. C'est vrai. Si on garde tout le reste, c'est la Saint-Jacques qu'on balance. Et ça, c'est ce qui donne le croquant. C'est un peu sucré, et ça donne vraiment des saveurs. Et quand on mange les huîtres, il faut les mâcher longtemps. Il y a des gens qui disent « j'aime pas trop les huîtres ».
D'autant Et que c'est donc- très long à ouvrir Et et c'est très rapide à déguster. Non, mais ils évacuent quand ils les mangent. Tu vois, ils les avalent du type j'aime pas ça. Les gobes. Et je leur dis, mais mâchez-les. Quand vous mangez un bout de viande, vous le mâchez. Donc mâchez-la longtemps. Vous allez voir au début, il y a de l'iode et du sel. Et après, une fois qu'on est passé sur les matières dures, sur la chair, là, on a des saveurs de noisettes, de sous-bois, de champignons qui sont extrêmement intéressantes. Et si à la fin, on met un coup de Mentou Salon juste avant d'avoir fini, ça refait exploser toutes les saveurs et ça donne une vraie longueur en bouche. Et donc l'huître, voilà, ça se mâche, ça se savoure. Et ça se mange au couteau, parce que je vais donner Et une ça se mange fourchette, au tu couteau, vois. ouais, c'est- Par politesse. La fourchette, Quel la crime de fourchette, le à faire. la limite, Voilà. la fourchette, à la limite, c'est C'est pour avoir vraiment l'air chic. oui, Pour voilà. avoir l'air Oui, chic, mais est-ce bon, qu'on- c'est est-ce nul, qu'on- on va pas s'en faire comme fout un ça. peu, non, ouais. Et tu la retournes, c'est exprès, voilà, ça se retourne quand t'as fini. Ouais. Alors, on a un livre Ouais, qui tu date vois. un peu, mais qui est un petit peu intemporel, sur la vague du bonheur, parce que quand même tout le monde le recherche, le bonheur. Ouais. C'est vrai. Ça veut dire quoi, la vague du bonheur? C'est comme les surfeurs, il faut trouver la bonne. Exactement. Non, mais en fait, quand on fait du surf, il y a une belle vague, et puis quand elle nous porte, il faut tout tenter, parce qu'en fait, c'est pas nous qui nageons, c'est la vague qui nous amène sur la planche. Et quand cette vague elle est passée, qu'on a fait toutes les figures et qu'on a été heureux, des fois on rame à attendre la vague suivante, et on rame comme un pauvre phoque sans intérêt, et donc on peut penser que c'est les creux de vie où c'est pas facile. Mais il faut toujours garder la vivacité et l'espoir en se disant, il y en a une belle qui va arriver derrière. Et effectivement, c'est comme la vie, quoi. On passe dans des creux, et puis il y a une très belle vague qui revient. Et là, on repart. Et donc ça, c'est un livre de parcours, d'expérience, bonne ou mauvaise. Mais les deux, ce que disait Stéphanie tout à l'heure, tout nous construit. C'est-à-dire l'échec comme la réussite, ça nous construit énormément. Et peut-être même plus l'échec que la réussite. Guilherme, qu'est-ce qu'on boit avec les huîtres de Joël? On boit plein de choses. J'ai ramené, merci beaucoup Je vais me Stéphanie, faire revoir Vas-y. ça en même, blanc. Guilain. Lève le coude. un coup de Sauvignon d'un fais le super, service évidemment, d'un super Voilà, on va domaine qui commencer s'appelle le tranquillement. domaine Pelé. Ouais. Et c'est un domaine qui est, donc c'est, à Mentou-Salon, c'est à un quart d'heure à peu près en voiture à l'ouest de Sancerre. Et vaut mieux, on dit souvent, vaut mieux un meilleur Mentou-Salon qu'un moins bon Sancerre. Parce qu'en fait, c'est assez sous-estimé Mentou-Salon, justement, pas très connu. Et là, c'est un super domaine qui bosse depuis à peu près un siècle, qui a 1,25 hectare sur cette parcelle de Carroir. C'est une parcelle au sol silex qui va apporter énormément de pureté et de clinquant et de vivacité avec le Sauvignon, et justement pour aller avec l'iode. C'est assez compliqué, l'iode, l'oursin et tout ça. Et Alors, ce l'oursin, qui n'est c'est pas assez- compliqué, en revanche, c'est ton métier, parce que tu goûtes des vins quand même toute la journée. presque. Moi, j'ai Les lu, gros bazars, hein. c'est hyper compliqué en fait. C'est vrai. j'ai lu que tu voulais surtout pas être un jeune cave dynamite, donc toi, tu as préféré la jeune cave en dynamite. C'est ça? En biodynamie. En biodynamite. Bien vu. Non, mais j'ai eu la chance de venir déjeuner la semaine dernière ici même, et avec justement vos huîtres numéro 3, et je dois dire que c'est des accords qui fonctionnent très bien avec les sauvignons un peu, Tiens, faut un vérifier. peu hein. vifs comme On ça. va vérifier. Aurélie, tu veux vérifier? Pendant qu'on Ouais, moi, je déguste, vérifie. tu as sorti un petit livre qui s'appelle Ouais. Le petit livre du sommelier. Exactement. Ah, il ne faut pas se laisser impressionner, et c'est un petit peu le but du livre. Bah, c'est ça. C'était en fait pour répondre à tous les copains qui s'y connaissent pas en vin Tu veux pas et vérifier qui ont ou pas un peu peur d'en parler. Et l'idée, c'était vraiment Avec des très belles illustrations suggestives. de Jean André, qui est devenu un ami suite à cette collaboration. Et Tu m'as dit qu'il était tatoueur? et il était aussi tatoueur, ouais, effectivement. Parce que c'est vrai Et- que les gens sont un peu complexés sur le vin, parfois. Et- Ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont Exactement. peur de dire une bêtise. Alors que c'est une affaire de goût, finalement. Alors que Et- tous les gens qui en parlent, il y en a beaucoup qui disent des bêtises. C'est vrai. Mais ils le font avec une sérénité absolue. Exactement, avec beaucoup de Et c'est- c'est certitude. Ce ça, livre c'est est ça. génial, tu vois. Moi, Du coup, mes on y fils fait l'ont rien. offert à mon mari, à David, génial. Noël dernier. C'est vrai, il faut s'écouter. Top. Bah, t'es adorable. Merci. Pierre, toi, tu aurais pu te mettre à ton compte, parce que tu es quand même un des meilleurs pâtissiers de France. Mais, Du monde. Du monde, mais t'as du pas monde. voyagé, t'as arrêté de voyager il y a un moment. mais alors moi, ce que j'ai lu, c'est que surtout, tu avais tanné Stéphanie pour absolument bosser pour elle. Attends, il m'a eu à Comment plusieurs. ça s'est passé? Je sortais de chez Fauchon, j'avais envie de refaire un petit peu de restauration. J'ai vu que la chef ouvrait sa maison. Et en fait, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour le coup, parce que j'avais pas d'adresse mail sur laquelle envoyer mon CV. J'ai jamais eu de réponse. Je suis passé par des connaissances, 2-3 connaissances qui pouvaient, par le biais de qui connaît quelqu'un, essayer moi, de la terre transmettre un entière. peu mon CV. Il m'a appelé Et pour me puis, parler de Pierre Chirac. puis voilà. Et ça a été Ça s'est quoi fait comme ça. l'argument pour la convaincre? Tu sais que j'ai anglais mon entretien sur les desserts aux légumes
sans savoir qu'elle détestait les desserts aux légumes. Très bien. Donc je Bonne commençais entrée en super matière. bien. Et non, je pense que le feeling Ça est s'explique passé pas, en fait. hein. L'alchimie humaine, elle s'explique pas. Hein. Alors, moi, je trouve que tu as le meilleur flan de Paris, mais toi, c'est le Paris-Brest. Non, mais en fait, Pierre est quelqu'un, voilà, ça a été une rencontre, ça a été une des plus belles rencontres professionnelles de ma vie et humaine, parce qu'on est au-delà du professionnel maintenant, enfin, je veux dire, c'est mon petit frère. Et, Toujours en famille, hein. ouais, toujours en famille. Et voilà, et humainement, enfin, c'est extraordinaire cette rencontre. Et effectivement, j'ai 2-3 personnes comme ça qui m'ont appelé, qui m'ont dit moi, je voulais pas de chef pâtissier. Je sortais d'une maison très structurée. J'ai eu 2 grands chefs pâtissiers super à mes côtés au Prince de Galles. Mais là, c'était une petite structure, une petite maison. Je me suis dit, je ne peux pas aller chercher une star de la pâtisserie, ça ne va pas coller, etc. Et puis, j'avais envie de desserts simples, en fait. J'avais envie de desserts dans la lignée de ma cuisine. J'avais envie de desserts cuisinés. Donc, je voulais pas. Donc, j'avais reçu son CV. J'avais effectivement été pas très bien élevée et pas répondu de suite. Mais tout Paris m'a appelé pour me dire putain, t'as reçu le CV de Pierre Chirac, faut que tu le rencontres, faut que tu le rencontres. Puis, au bout de 2-3 personnes, des gens sérieux, des gens en qui j'ai confiance. Je me dis, mais c'est qui ce mec, en fait? Je vais le rencontrer, bien élevé. On va prendre un café une demi-heure, puis je vais lui expliquer gentiment que merci, mais non merci. Comment tu fais pour expliquer gentiment non merci? Parce Mais en que fait, je te vois mal faire non merci gentiment. Et j'ai pas eu à le faire parce que finalement, c'était même pas un entretien. La discussion, l'échange, le coup de foudre a duré 1h30. Et puis je suis sortie de cet entretien en disant mais je veux travailler avec ce gars. Ça s'est inversé, du coup, tu lui as envoyé un message sur Totalement. Instagram et il t'a pas répondu. Bon, il m'a quand même, effectivement, en plus, ça pouvait pas être un entretien parce qu'il m'a dit tout ce que je détestais pendant l'entretien, les desserts aux légumes, les machins, les trucs. Enfin, bon, bref. Il a été jusqu'au testing à me faire un dessert aux légumes. Ah Mais ouais, tu sens, en fait, tu sens le potentiel, puis tu sens la personne. Aujourd'hui, tu vois, moi, le plus important, c'est d'être entouré de gens que j'aime. Aujourd'hui, je viens d'avoir 40 ans, je viens d'être apaisée. Et d'être entouré de gens, si tu veux, sincères, avec qui on partage les mêmes valeurs et où il y a une belle amitié, tu vois, qui naît. Tu parlais de coup de foudre. Il se Ouais. passe des trucs chez toi en cuisine. Parce que c'est quand même là que tu as rencontré ton mari. Oui, c'est vrai, voilà, c'était pas hier, ça pour le On veut coup. tout c'était- savoir. Ouais. On s'est rencontrés dans la cuisine du Georges V en Très chic. 2000. Il était mon boss, hein, il était mon sous-chef. Ouais. Jusqu'où j'étais prête à aller, tu vois, pour y arriver dans la vie. Ça n'a pas trop mal marché. Et puis voilà, et puis ça fait 20 ans qu'on est mariés et on a travaillé 8 ans ensemble aux côtés de Philippe Legendre au Georges V, puis de Philippe Jourdain dans le sud de la France, puisqu'on a vécu 8 ans en Provence avec David, où sont nés nos 2 fils aînés. Et puis le besoin à un moment que chacun prenne, tu vois, son côté pour la pérennité du couple, pour plein de trucs, pour l'expression même du cuisinier, tu vois, qui a un message, qui a un truc à raconter dans l'assiette. C'était bien que chacun puisse affirmer sa place de chef, sa signature cuisine, etc. C'est plus important de gagner Top Chef ou d'avoir 2 étoiles? Mais je peux pas hiérarchiser aujourd'hui ce qui est important parce que tout fait partie de moi. En fait, je me suis construite à travers tout ça, à travers Top Chef, à travers 1 étoile, puis 2 étoiles, à travers des concours. Top Chef en est un, le meilleur rôti de France en est un autre. Tout ça te construit finalement, plus les rencontres, etc. Donc je peux pas hiérarchiser. Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Tout m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qu'on a dans les verres? Alors là, on nous a servi un petit cocktail parce que moi, sais pas encore si c'est bon, mais J'allais c'est bon. manger, moi, mais... Vas-y, c'est mon vas-y. cocktail Non, mais préféré, fais-toi mais plaisir. tu peux le manger avec l'huile parce que c'est super. C'est à base de concombre et de gin parce que moi j'ai un souvenir avec Joël. Gin tonic, tu balances Ouais, tout. Hein. tu vas même. Ça sur la fin de soirée. Quand ça. tu vas chez Joël et que tu vas chercher les huîtres, Hyper tu frais. prends le bateau, tu vas chercher les huîtres, tu ramènes et puis tu es là sur la terrasse des petits mouchoirs et puis il ouvre quelques huîtres et puis il ouvre un bocal de foie gras. C'est pas anodin si tu as un bocal de foie gras à Arrête, côté regarde, aussi. il va encore pleurer. Et La dernière fois, j'ai dit bassin d'Arcachon, c'est mis à pleurer. Sa chair et tendre amène, je suis fan de gin, elle aussi, et là, sa chair et tendre amène un Ouais, gin collection. incroyable, avec épicé comme il faut, etc. Et là, c'est gin tonic, huîtres et foie gras. Et là, je pense que c'est des souvenirs à vie. Et après, ta quête en cuisine et ta signature dans l'assiette, c'est après toute ta vie, tu cherches comment reproduire cette émotion-là avec un plat autour des huîtres de Joël. Toi, ta signature en termes d'émotion, c'est un petit peu la scène qu'on voit dans les petits mouchoirs où tu te mets à pleurer. Je suis extrêmement émotif. Alors je me protège, mais je suis vraiment très très émotif. Toi aussi, Guilherme, t'es émotif parfois sur un vin? Ouais, bien sûr. J'ai déjà eu une larme avec une Latache 90 à l'époque où je travaillais au Ritz. Et je me simplicité. suis enfermé dans Il a eu la, qu'une, dans la parce cave que comme la ça. tâche, c'est pas tous les jours. Non, mais oui, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'on dit. C'est que on parle évidemment de food, mais le vin rassemble les gens aussi. Non pas par l'ivresse, mais il se passe quelque chose quand on est autour de la table. Dans Et ça tes fait dernières passer des moments émotions, de vie qu'est-ce que tu incroyables. recommandes pour un dîner de copains? Le vin qui vous fait plaisir, tout simplement. Quel que soit le prix de la bouteille, c'est pas une question de prix, c'est une question de moment.
avec les bonnes personnes. Et pour une déclaration d'amour? Si je dois faire plaisir à mon amour, par exemple, par exemple pour aller à l'antithèse de ce que j'entends à chaque fois des vins masculins, des vins féminins qui m'agacent au plus haut point. On dit souvent qu'un vin féminin, c'est un vin dans la dentelle. On pense par exemple à des Chambolle-Musigny et autres. Et les vins masculins, par exemple des Cahors, des Madiran et autres, quelque chose d'un peu plus puissant, corsé. On dit pareil sur la cuisine, tu sais. Et souvent, ça me rend fou parce que souvent, je me rendais compte en salle de restaurant, c'était que les femmes préfèrent le Cahors et le Madiran et les hommes plutôt le Gevrey-Chambertin et le Chambolle-Musigny. Donc c'est le vin... pour la personne aimée, et on peut prendre les deux. Chacun sa bouteille. Alors, mais toi, tu es président en titre, tu es même coprésident Co-président. de l'ASSOM. Exactement, de C'est quoi, l'association l'ASSOM? de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et Parce que donc l'œuf maillot est en péril. pour avoir fait des études hôtelières et travaillé dans la restauration et aller au restaurant tous les jours, quasiment, l'œuf maillot, pour moi, c'est l'essence même de la restauration. C'est quand on voit un restaurateur proposer un œuf maillot, c'est souvent le plat le moins cher, le plus populaire, que tout le monde peut faire chez soi, que tout le monde a déjà fait chez soi, mais qui procure une émotion parce qu'il y a la maillot de la grande-tante, les œufs du grand-père et des choses comme ça. Et pourtant, dès qu'ils sont sur une carte de restaurant, tout le monde le prend. Et effectivement, la marge, elle est pas mal pour le restaurateur, sauf qu'il ne va pas pouvoir rembourser son emprunt à la banque avec des œufs maillots à 5 €. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir faire plaisir, on revient à la restauration d'aubergiste, d'accueillir. Ça dépend qui c'est qui le mange, parce que moi, les œufs maillots, ils m'en font 5 ou 6. Ça. Alors, Donc ça devient de suite un plat à 30 balles, moi, les œufs maillots. ça devient un plat en fait. Voilà. C'est quoi ta dernière création? On est en train de travailler sur un dessert au coin. Ok. Sur un dessert au coin avec un coin un peu confit, cuit dans une petite cocotte qui arrive sur la table, tout ça. Mais tout ça, c'est comme la crème brûlée en fait. C'est des choses qui font appel aux souvenirs. Et moi, c'est ce que j'aime bien et c'est ce qu'on aime bien aller chercher en fait. C'est plus Et dans c'est l'émotion. comme ça, je pense que tu déclenches une émotion. Mais c'est surtout que ça doit nourrir une histoire. Si tu veux, aujourd'hui, à la scène, on essaye de nourrir une histoire qui est la mienne, pour le coup, mais que Pierre partage. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu viens vivre comme moment quand tu viens au restaurant? Qu'est-ce que tu cherches quand tu vas dans un 2 ou un 3 étoiles? Tu cherches un moment unique, tu cherches une singularité, tu cherches évidemment une signature cuisine, mais pas que. Tu cherches un moment magique qui va te prendre de A à Z comme ça et te mettre dans une bulle. Un voyage, ouais. Etc. Et aujourd'hui, nous, on essaie de raconter une histoire qui est la mienne, c'est-à-dire l'histoire d'une cuisine nourricière, l'histoire finalement d'une cuisine de mère cuisinière, tu vois, mais bien dans son époque. C'est-à-dire que je ne te parle pas des mères cuisinières lyonnaises ou parisiennes du début du XXe siècle, mais je te raconte l'histoire, effectivement, d'une mère cuisinière bien dans son époque, mais qui fait la cuisine par acte d'amour, tu veux, avec ce côté nourricier. Donc, effectivement, c'est ce que tu appelles la maison de cuisine qui fait la cuisine de maison. Alors ça, c'est MAM. C'est le dérivé sur MAM, effectivement. MAM, qui est ouais, t'as le pâté croûte, t'as ces trucs-là. Blanquette de veau. Exactement. Mais sur la scène, on va raconter cette histoire-là, mais on l'emmène dans un registre gastro, 2 étoiles, sans vouloir jouer le chichi, tu vois, on joue la précision, mais on va jouer sur ces souvenirs-là. Tu sais, c'est cette scène dans Ratatouille que j'adore, parce que la vérité dans les Disney, il faut le savoir, c'est cette scène hyper agressive de Ratatouille, la dernière, où tu sais, quand il plante sa fourchette dans la ratatouille, d'un seul coup, tu vois le petit garçon en pleurs, le genou écorché, et sa maman lui fait la ratatouille. Et aujourd'hui, moi, je ne vis que pour créer ces moments-là à table. En fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que quand un client s'assoit à table, d'un seul coup, on aille sur le registre tout de suite de l'émotion, voire du souvenir. Bon, les copains, mangez un peu, là, parce que franchement, vous mangez rien. Explique-nous ce qu'on a dans les assiettes. Alors, on s'est saisi un peu la bouche avec les huîtres de Joël. Ouais. Ici, on a une petite dorade dans l'esprit d'un ceviche, un thon merveilleux pêché par le copain Jean-Christophe Giolle, au large, très au large de la Seine-sur-Mer. Comme disait Guilherme tout à l'heure, on dirait des tomates. Ouais. Voilà, tu vas voir, merveilleux, relevé d'un petit pistou, menthe, coriandre, baigné un peu dans une sauce dans l'esprit d'un ponzu. Ici, on te décortique le tourteau, nous, chez Vive. Donc, on a un petit tourteau au naturel, tout simplement. Tu l'as empaillé? Poché, ouais, t'as vu. Petite crème crue, voilà. Et puis, le pâté croûte de David, c'est la recette de David. Donc, il faut piocher. Et là, la céréole. Méditerranée, toujours. Bergamote, kumquat, un peu de poutargue. Envie de tout. Donc, il faut picorer. Parce qu'ici, c'est la cuisine du partage. Et c'est la plus belle. Il faut de l'expérience pour ouvrir les huîtres, parce que moi, c'est une tannée. Non, il faut de... Où il y a une vraie technique, un petit secret. J'ai appris à une jeune femme médecin qui m'a dit « j'aimerais ouvrir les huîtres ». Gauchère en plus, donc tu vois, c'est pas naturel. Et en fait, au bout de 3 huîtres, elle a fait la soirée avec moi, elle est restée sur le banc, elle en a ouvert 50, et une fois que tu as fait ça. En fait, les huîtres, ce qui est difficile,
Tu vois, l'huître, quand elle est fermée, tu mets ton couteau ici. Et le plus dur, c'est ça. C'est rentrer cette pointe de couteau. Parce qu'une fois que ça c'est fait, tu bouges plus cette main. Tu bouges l'autre en Sans se défoncer le nerf entre le non, mais tu pouce peux et pas l'index. parce que tu prends ton couteau comme ça. Donc tu peux pas te planter. Ok. Et donc une fois que tu es rentré dans l'huître, que ça c'est rentré, c'est fini, elle est ouverte. Toc, on bouge comme ça, on fait. Tu ne bouges plus cette main, tu ne bouges plus, tu gardes la pression. Et tu fais tourner l'huître autour de l'axe du couteau. Et à un moment, tu sens que le pied lâche. Et là, tu tournes et c'est fini, elle est ouverte, parfaite. T'imagines la chance, on a le tuto de Joël Dupuis C'est- pour c'est- ouvrir bah, l'huître, c'est- en fait, c'est le truc qui va faire le plus Alors, d'odeur, c'est le tuto. Deuxième tuto, pour mec mal Ouverture élevé comme moi, qui en mange beaucoup. En fait, je les range comme ça, c'est pas de la décoration. C'est Eh, que j'ai vu. Coluche disait que l'artichaut était un vrai plat de poivre parce qu'il y en avait plus après qu'avant. Et bien les huîtres, c'est pareil. Donc t'en fous rapidement partout. Donc quand t'en as mangé 15 ou 18, et qu'il n'y en a que 12 prévus par tête, si tu les mets n'importe comment, ça se voit. Ça se voit. Si tu les ranges bien, tu les mets autour de l'assiette, personne ne voit rien. Il n'y a pas un mec qui va te dire, ah, mais t'as tout bouffé. C'est rangé, nickel, tu vois, elles sont toutes encastrées. C'est une technique. C'est une technique de gourmand. C'est On va vers génial. genre, ouais. les fêtes approchement, ça C'est conclut autour de génial. la table à Noël. Guilherme, j'ai vu sur le. Puisqu'on reste sur la mer, j'ai vu que toi, tu avais fait un reportage où tu avais immergé des bouteilles de vin. Oui, pour C'est utile vraiment ou ça apporte eh ben, quelque chose ça d'immerger apportait des vraiment bouteilles de quelque vin? chose. En fait, j'ai jamais vraiment dégusté des vins immergés, ou même quel que soit l'alcool immergé. Et j'ai un ami très proche qui est corse, qui pêche l'espadon et le thon rouge près de Bastia et à côté de Saint-Florent, qui s'appelle Mare Gusto. Gusto. Et il me dit, bah, tu sais, moi je prends mon bateau tous les jours, toi tu adores le vin, je fais des projets avec des chefs et on s'est tellement liés d'amitié qu'il m'a dit j'aimerais bien qu'on fasse un projet ensemble. Et suite à nos discussions, bah, on s'est dit bah, pourquoi pas immerger les plus belles cuvées corses au fond de la mer pour voir simplement ce que ça peut apporter. Donc on les a immergés pendant 14 mois à 34 mètres de profondeur. Et comment, par quel système vous l'avez fait? Jette à l'eau. Une bouteille à la mer, hein, on a fait une bouteille à la mer. Et après, on essaie de les retrouver si on est On prêt. les a mis dans des caisses, on les a descendus avec des plongeurs. Et on les a mis dans un endroit qui était réservé. On a demandé une autorisation auprès de la préfecture et autres. Enfin, c'est un truc très sérieux. Et pour pas détériorer les fonds marins, tout simplement. Donc c'est que sur du sable. Et puis, le résultat, c'est que ça n'a pas changé la qualité intrinsèque du vin, parce que c'était déjà des vins délicieux, mais ça a accentué en fait l'élevage. C'est-à-dire que plutôt que de déguster un 2020 avec des arômes un peu primaires, un peu végétaux ou autres, et ben là, ça a fondu un peu soit les tanins pour les rouges, soit un peu l'acidité pour les blancs. Et du coup, on avait l'impression que le vin avait 6-7 ans dans la gueule, plutôt que 6 mois sortis de cave, quoi. Pierre, quand tu fais des créations, tu les dessines avant? Souvent, il y a des pâtissiers ou des chefs qui ont leur carnet de recettes. C'est quelque chose qui vient comme ça ou au contraire, c'est hyper technique comme on peut le penser sur la pâtisserie? En vérité, ça dépend. En général, oui, les 3/4 du temps, j'aime bien poser sur papier, dessiner, connaître un peu, bien dessiner mes structures, etc. Après, il y a certaines créations où je dis aux équipes, j'ai envie de faire, je sais pas, une tarte tatin ou on va la faire comme ça, comme ça. Des fois, ça marche pas et des fois, ça fonctionne, mais c'est vrai que j'aime bien dessiner et passer les créations en croquis avant. Ouais. Il y a une pâtisserie que tu aurais aimé créer? Peut-être le baba, un de mes gâteaux préférés. Pour le rhum, pas pour le Pour baba. le rhum. Avant de revenir sur les desserts, on va revenir sur les poissons. Ouais, on va goûter une vive et un poulpe. Oh là parce là. que vous pouvez pas venir chez Vive sans goûter la vive. Alors la vive, moi ce que je sais, c'est quand ça pique, ça fait très mal. Oui, Oui, mais là, c'est regarde, horrible, regarde là. la piqûre de On, vive. regarde, on a enlevé toutes les épines. Elle est là, elle est couchée, lovée dans sa sauce. Là, elle va pas te faire de mal, celle-ci. Elle est belle, hein, c'est un bon Ouais. morceau. hein. Ouais. C'est un beau, voilà, une belle vive. Oh là Et là. puis, voilà, on aime bien servir les poulpes entiers ou en demi, comme ça. Donc, et puis, jouer sur les bouillons et les sauces. Ici, c'est un petit bouillon de poulpe relevé d'une harissa maison. On va prolonger Ici, l'émission c'est d'une un heure. mélange Oui, d'épices 2 heures. taille maison. Pareil, dans un petit bouillon à la vive. Donc là, puis là, il faut aller saucer avec le pain de Pierre, parce que tu sais que Pierre est boulanger aussi. Ah bon? Ah ouais. Ah oui. Il a appris à faire On le essaye, pain. on Voilà. essaye. Donc, on prépare On à la essaye. chaîne. Et il ne faut pas hésiter à venir imbiber le pain. La vive,
C'est Pour une l'éducation chair chinoise, qui est alors. particulièrement fine, c'est ça? Et puis c'est un poisson méconnu. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien aujourd'hui, ce qui m'excite un peu, c'est d'aller travailler des produits que les gens n'ont pas trop travaillé Bon parce que appétit, c'est peut-être des produits un peu moins nobles. Voilà, aujourd'hui, faire rêver une langoustine avec une quenelle de caviar dessus, si tu veux, je peux le faire et on va rêver. Il n'y a pas de problème. Si la langoustine est magnifique, le caviar est bon. Mais c'est plus compliqué de faire rêver sur un poisson qui est mal aimé, qui fait partie de ces poissons de roche qu'on met dans la bouillabaisse, qu'on met dans la soupe de roche, mais qu'on déguste rarement, juste pour lui, C'est pour vrai. sa chair, et en étant la Je star sais du même plat. pas si j'en ai déjà mangé de la vive. Bah, moi, la première fois, c'était la semaine dernière, Ah bah, justement. tu vois. Et ici, parce que la vive, généralement, en Espagne, quand je vais en Espagne, c'était quand j'étais petit, c'était tu mets tes méduses parce qu'il y a des vives dans le sable. Ouais, c'est ça. C'était le poisson ennemi presque. Alors que là, T'as une chair c'est délicieux. qui est assez fine, assez délicate, et que, bon, alors elle a le même problème que le rouget, si tu veux. Il y a pas mal de petites arêtes qu'il faut aller s'amuser à enlever, mais moi j'aime beaucoup. Et j'aime l'idée aussi, parce que pareil, on essaye aussi de faire une cuisine un peu responsable aussi, de se dire, OK, il y a une saisonnalité dans les poissons, il faut aussi que les gens l'entendent, ça. De la même façon qu'il y a une saisonnalité dans les légumes, il y a une saisonnalité dans les poissons. Et puis il y a des poissons, des espèces où il y en a un peu plus que d'autres. Allons taper un peu dans celle-là aussi. C'est audacieux le poisson parce qu'effectivement, on a l'image quand même d'un produit qui est très cher. Et alors qu'en fait, il en existe qui sont Il n'y a totalement pas abordables. que du turbo, de la sole Et du Saint-Pierre. et du Saint-Pierre. Et voilà, fort heureusement, il y a la vive, il y a le merlan. Voilà, moi, je suis une fan de merlan. C'est un poisson que j'adore, une chair, franchement, d'une délicatesse, qui est abordable. Il y a de l'aigle fin. Il y a des petits poissons comme ça qu'on peut aller chercher, des mostels, tu vois, des poissons un peu du sud, moins connus, mais c'est délicieux tout ça. Même la sardine. La sardine, l'anchois, je t'en parle pas, on fait des anchois marinés ici. Ah ouais, anchois, voilà. ouais, Incroyable. Mais si tu savais Moi, j'en ferais avec ça, la oui. quantité d'anchois frais qu'on passe ici, parce qu'en fin de compte, les clients se prennent au jeu d'aller goûter un produit différemment, en fait, tu vois, différent de l'anchois au sel que tu connais. Là, d'un seul coup, tu as ces petits filets d'anchois frais qui arrivent sans arrêt, ils ont juste le sel qu'il faut, l'acidité, l'huile d'olive. C'est ça qui est chouette. Puis comme tu t'arrêtes jamais, tu fais des livres aussi. Oui, j'en ai pas fait depuis quelques mois, mais... Celui-là, il date un peu. Il date un peu et en même temps, il est pas tellement démodable parce que c'est 80 recettes faciles. Cuisine d'auteur, cuisine de cœur. Ouais, cuisine de cœur surtout. Et puis des petites recettes simples avec des produits du quotidien à faire à la maison. Ça, on peut vraiment les comme faire à une la petite maison. salade de coco, comme Ah, merci. des petites choses simples, des astuces beaucoup, des tours de main, des associations parce que... En fait, des fois, c'est un peu l'audace ou le mécanisme d'association de saveurs qui manque aux gens pour cuisiner et sortir un peu du quotidien, tu vois. Une fois que j'ai fait une fois cuire un chou, comment je peux le faire rêver, manger du chou une fois par semaine sans avoir l'impression de manger la même chose, que ce soit avec les légumes, avec le poisson, avec la viande. Et voilà, nous, on essaye avec des billets de recettes simples de leur donner des petits twists comme ça qui marchent à tous les coups et puis qui sortent un peu de l'ordinaire. Avec des produits du quotidien. Avec des produits du quotidien, abordables. En fait, la difficulté du poisson, c'est que c'est vraiment à 98%, c'est de la pêche. Et le cours du poisson n'est pas fonctionnement en fonction de la qualité du poisson, il est fonction de la quantité pêchée. Tu vas avoir des turbos de pêché tout frais, mais il y en a beaucoup, ça va pas valoir très cher. Exactement. Et puis à un moment, t'as que du turbo de merde, mais il n'y en a pas, et ça vaut une la blinde. rareté. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut accepter de faire une Bien cuisine sûr. qui n'est pas. Et aujourd'hui, je pense que la modernité. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pas de carte à la scène. Ici, on a une carte, mais qu'on réimprime s'il faut. Enfin, si tu veux, quand il n'y a pas T'as de pas de produit, il n'y carte a à pas la de scène, produit. ça veut dire que c'est toi qui imposes C'est un le menu, menu. ouais. C'est un menu en fonction de la ressource, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus cuisiner avec des œillères. Tu es obligé de t'adapter à la ressource et à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le poisson, c'est la nature qui décide. C'est-à-dire que là, il a fait 10 jours de tempête. Il a fait 10 jours de tempête. T'as pas de Les poisson. mecs qui ne sont pas sortis, ils ne sont pas sortis. Il faut t'adapter. Peut-être que pendant 10 jours, il n'y a pas de poisson. Et s'il y a 2 viandes au menu, il y a 2 viandes au menu. Il y a un riz de veau, un gibier. C'est pas grave. On saute un poisson parce que le poisson, il nous plaît pas en ce moment. C'est pas comme on veut. C'est pas grave, en fait. On fait 2 viandes et peu importe. C'est l'histoire qu'on a envie de raconter à un moment au client qui s'assoit. Et alors le poisson, ça se marie bien avec le saké? Tu m'as vu venir. Tu m'as vu venir. Menteuse. T'as failli ramener une bouteille de Mais saké. ouais, c'est en ça qui est fait, là. je voulais ramener une bouteille de saké. Et plus on boit du saké, plus on trouve que ça se marie bien. Et en fait, C'est pour ça que je trouve que ça se marie T'as un moment terriblement. je T'as un voulais moment apporter une d'absence bouteille totale à un et moment. je l'ai plus retrouvé dans ma cave et du coup je suis venu avec un tout salon que Écoute, j'adore. ouais, moi je trouve que. Mais ça, il y a les meilleurs accords avec le saké Ouais, parce je que trouve. en fait en France, on est des gros consommateurs de saké, mais pas de saké, d'alcool de riz. Parce qu'on ne connaît pas le saké en Non, on France. connaît pas. Le saké, il y a un vrai travail. Comme le vin, c'est même presque fait comme de la bière. C'est du vin de riz, finalement. finalement. Exactement.
Et il y a une pureté, il y a des arômes très similaires avec le vin. Et c'est comme le vin, on reconnaît déjà à la robe, à la couleur, à la... On peut pas trop dire ça, on peut le décrire uniquement par, effectivement, voir s'il est filtré ou trouble, voir ça va apporter de la texture ou pas, voir s'il y a de la douceur, de l'amertume, de l'acidité, et les arômes floraux ou exotiques qu'on peut retrouver. Et tout après, c'est comme le vin, comme n'importe quoi, même dans la vie, c'est toute une question d'équilibre. Il peut y avoir plus d'acidité, mais que ça soit bien intégré, ou plus de douceur et que ça soit aussi bien équilibré. Et moi, j'adore le saké. J'aimais déjà beaucoup ça avant de voyager au Japon. Puis on a eu la chance d'aller au Japon. Extrêmement doux. Et j'adore parce que là, on est sur un saké qui est très riche, qui est très gras. On est sur un Junmai Nangijo, qui est, voilà, c'est-à-dire c'est des riz qui sont polis à plus de 50%. Celui-ci est poli à 45%. C'est-à-dire que tu ne gardes que la partie la plus noble du cœur du grain de riz pour arriver à faire des vins d'une grande élégance. Et moi, je trouve qu'il y a une richesse et une palette aromatique qui est fascinante. Et donc ici, chez Vive, c'est vrai qu'on propose une carte de saké qui va encore s'étoffer. Parce qu'au fur et à mesure que je goûte, j'adore ça. Et qu'on a envie aussi d'amener les gens à découvrir ce produit. Alors qu'il n'est pas français, mais il faut aussi savoir s'ouvrir un peu sur le monde. Et il y a des super choses, des super accords à trouver. Avec le tourteau et la mayo, là, il y a assez d'acidité pour trancher la mayo. Et assez d'iode avec la chair du tourteau. Enfin, à mon avis, c'est un accord grandiose. Alors, dans cette émission, on aime bien recommander des bonnes adresses, puisque les gens qu'on recommande aiment bien être recommandés par des gens talentueux. Mais pendant qu'on recommande des bonnes adresses, c'est la magie du pas direct. Hop. Et voilà, les plus beaux gâteaux de Paris. Dingue. Pierre, à toi. Un petit flan vanille de Madagascar, la tarte tatin qu'on a en ce moment avec sa petite crème crue qui va bien. On a ici le cake marbré avec un petit topping Jean Dujas et praliné, Paris-Brest, et le cookie noix de pécan, caramel. Alors pendant qu'on fait les bonnes adresses, je vais commencer par toi Aurélie. Je te laisse officier. Où est-ce qu'on va cette semaine? T'allais commencer à me servir, je me suis dit c'est sympa. T'es quand même la spécialiste des bonnes adresses dans le JDD. Donc j'espère que t'es venue avec quelques adresses. Ouais, alors je suis venue avec une adresse où je suis allée cet été avec Gilles Goujon, mon pote meilleur Gilles, ouvrier de France. meilleur ouvrier de France, 3 étoiles. Voilà. Fonjoncouze. Ouais. Déjà, il faut savoir le dire. Tu sais, les orthophonistes vont avoir du travail là. Fonjoncouze. Et en fait, on est allé au Grand Buffet de Narbonne. Ouais. C'est complètement fou. En fait, tout est géant. Enfin, il y a des fontaines de homards, des fontaines de langoustes, des bars à saucissons, des bars à jambon. Tu te lèves, tu vas te servir. Tu retournes à ta table, tu as des tables avec des chandeliers qui sont immenses. Tu changes d'ambiance. Il y a des chanteuses. C'est complètement fou. On continue à partager les bonnes adresses. Ouais. On parlait de cocktail tout à l'heure. Ah oui, alors oui, mais j'ai découvert un petit bar à cocktail qui s'appelle The Cambridge, mais c'est quand la reine Elisabeth est morte. Du coup, je suis avec des potes anglais qui m'ont emmené dans un bar donc dans le Marais, et en fait ils font des super cocktails. On grignote à côté, des petites choses comme ça pour ressortir et en marcher droit, mais c'est des super bons cocktails. Voilà, j'ai adoré cet endroit. Joël, toi, t'es éclectique parce qu'on passe de Béziers au Pilat jusqu'au boulevard Saint-Germain. Alors, le Pilat, il y a la Corniche, qui est quand même un des plus beaux endroits du monde, qui est un spot. C'est fabuleux. Tu te nourris de la beauté du paysage. Avec la vue sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du monde, et vraiment, c'est un des plus beaux endroits du monde. Voilà. Ça, c'est la Corniche. En plus, l'équipe est super sympa. Tout est bien. On est bien. Voilà. William, c'est des bonheurs, c'est des princes. Et après, il y a Petit Pierre à Béziers, que j'aime parce qu'il est fou. Voilà. J'aime Petit Pierre parce que c'est un fou généreux, qui a du talent, c'est un bonheur. Voilà. Et puis après, il y a un endroit que j'adore, c'est l'Ypres. Tu rentres là, tu as toujours des tranches particulières. L'autre jour, je te l'ai dit tout à l'heure, je vais dîner là-bas, je suis tout seul, vite fait. Et puis, à un moment, il y a une vieille dame très belle, très, très élégante et très sympathique qui me parle. Et on se voit discuter. En fait, c'était Faradiba, la femme du Shah d'Iran. Et tu vois, mais j'aime les endroits. Tu vois, tu parlais d'ambiance tout à l'heure. Moi, j'aime des endroits où tu rentres et à un moment, tout peut t'arriver. Voilà. Et j'adore ça, quoi. Et j'aime les rencontres, et j'aime la transmission, et j'aime l'échange. Donc, voilà. Guilherme, tu nous emmènes où? Je suis resté très parisien parce qu'on est en plein mois d'octobre. Je bouge pas mal, mais je peux
que aller dans des restaurants parisiens pour le moment. Et c'est vrai que période d'octobre, on va arriver au mois de novembre, j'ai envie de réconfort, j'ai envie d'avoir un peu de poignée d'amour et autres, de me réchauffer. Et du coup, je pense toujours évidemment à Stéphane Reynaud qui a ouvert Oui Mon Général, à côté de l'hôpital Necker. Et ex-chef de la Villa 9-3 à Montreuil, qui a écrit ce bouquin génial qui est la Bible pour beaucoup de personnes, qui s'appelle Ripaille. Et donc un spécialiste pour moi du pied de cochon croustillant, du pâté en croûte. On aime tellement ça. Mais j'adore ça, le gras c'est vraiment la vie aussi. Et puis, super carte des vins également. Et puis il y a évidemment le Griffonnier, cette adresse improbable qui se retrouve juste à côté de l'Élysée, avec que des ronds de cuir et des cols blancs. Et à la fois, il y a aussi l'ouvrier qui vient prendre une bière avec un coup de terrine ou des œufs maillots. Et Cédric, c'est notre Zinedine Zidane de l'œuf maillot parce que c'est le premier champion du monde en 2018. Ah. Et très belle carte des vins aussi. Il s'est fait connaître notamment pour sa belle sélection de vins du Rhône. Ouais. Et puis une troisième que j'adore aussi, où j'aime bien m'éterniser. On sait à quelle heure on arrive, on ne sait pas à quelle heure on repart. C'est la... Ouais. Il faut n'en choisir que 3. Et c'est le Bizetro. Le Bizetro qui est en fait que dans des quartiers où je vais jamais. Necker, je dépasse pas la Seine. Faut un visa pour aller là-bas. Le Griffonnier à côté de l'Élysée, improbable. Et puis le Bizetro, c'est à côté de Alma Marceau, dans le 16e. Ouais. Pierrot qui fait toutes ces terrines, pâté en croûte et autres. Tu veux dire que l'Ouest parisien est en train de ressusciter? Ouais. Je pense, ouais. Et puis il fait aussi un truc toute l'année, et ça se vend toute l'année d'ailleurs dans son restaurant. C'est des gratins dauphinois à l'andouillette. Et ça, rien que... Quand je vois ça sur une ardoise... C'est que des trucs légers, là, on est quand même... J'ai dit, j'ai besoin de réconfort en ce moment. Et pareil, il y a une carte des vins que sur l'ardoise, mais si on discute un peu avec le patron, il peut nous ressortir très belle sélection de Beaujolais. Et j'en dirai pas plus, mais un grand homme. Pierre, t'es aussi dans le gras, toi, dans les adresses à recommander? J'aime bien le gras. Cependant, quand même, un petit peu. Ouais, pas trop. Pas ça. Non, je suis plus salé. Il y a beaucoup de pâtissiers qui n'aiment pas les desserts. Je suis plus salé. Non, moi j'ai une adresse qui est située pas très loin de la Seine, justement, le Mermoz, qui est un endroit que j'adore, avec dernièrement Thomas Graham, qui est le chef, qui m'a donné une émotion sur un céleri. Produit irréprochable, adresse percutante, comme on dit. Ouais, exactement. Au Michelin. Je trouve que à chaque fois, c'est très simple. Mais c'est super bien cuisiné, super bien fait, les terrines du Mermoz qui est magnifique. Enfin, C'était déjà génial avec Manon Fleury. Et c'était déjà génial avec Manon Fleury, que j'adore aussi. Mais c'est vrai qu'ils font des choses sublimes. Et Clamato. Ce qu'on adore quand même. Même si bon, le cœur... mais que les adresses, on ne peut pas réserver. Clamato, on ne peut pas réserver. Et Mermoz, il faut s'y prendre 2 semaines. Mermoz, il faut s'y prendre. Mais Clamato... cette petite tarte au sirop d'érable. Non, Clamato, pour la petite anecdote, moi, c'est un resto que je fais avec ma femme toutes les veilles de rentrée, entre guillemets, scolaire. Chaque fois que c'est le dernier jour des vacances avant de reprendre le travail, vacances d'été. Vacances d'été. À chaque vacances. Non, mais vraiment, à chaque vacances d'été, la veille de reprendre, le soir, on se fait un Clamato. C'est devenu la tradition. Pas la jeunesse. Voilà. Mais pareil, adresse que j'adore, Bertrand Glabeau, c'est génial, quoi. Et puis une petite glace à Paris? Petite glace à Paris, ouais. Petit faible pour les glaces. Je suis pas très sucré, je vais pas beaucoup dans les pâtisseries, je vais pas souvent en tout cas. Mais j'habite pas très loin d'une glace à Paris et en général sur l'été, pareil quand on est en vacances et qu'on peut le soir après manger, on aime bien descendre et aller se faire une petite glace qui fait des glaces pour moi les meilleures aujourd'hui. Exceptionnel. Sortie d'Étienne. Non, Pierre fait des glaces et des sorbets. Incroyable. Pierre fait des sorbets purs fruits. Non mais. Ouais. On peut déguster entre les huîtres et le saké au bar à partir de 18h. Non mais tu pleures. Pierre, il fait des fruits, purs fruits, des sorbets incroyables, tu pleures. On finit par toi, Stéphanie? Oui, alors moi, je vais vous emmener dans le 20e. Ouais. Un restaurant qui s'appelle Caché. Ah oui. Et à côté, le bar qui s'appelle Amagat. Ouais. Alors, Caché, c'est plutôt poisson, d'ailleurs. Mais en fait, j'adore le parcours. Bon, moi, je ne vais pas dans le 20e, pour le coup. C'est moins mes quartiers.
Donc déjà, c'est une expédition d'y aller, et puis tu te gares, et puis c'est improbable, parce que c'est une espèce de petite impasse, puis t'avances, puis il n'y a rien, puis t'avances encore, puis tu tournes, puis il n'y a rien, puis t'entends de la musique, t'entends du bruit, puis tu vas au bout. Et là, d'un seul coup, merveilleux, sous des petites haies, comme ça, avec quelques tables dehors, une allée de bougies, de la musique, etc. Et d'un seul coup, tu tombes sur les restaurants, sur Amagat, donc, qui est plutôt le bar à tapas, vraiment comme à Barcelone. Les 2 filets d'anchois merveilleux, les croquetas, les gambons très ambiancés, un peu de cocktail, une carte des vins bien fichue, plutôt vin nature d'ailleurs. Et puis Caché, où là, tu es à Brooklyn. Là, d'un seul coup, tu arrives, c'est hyper haut de plafond, des murs en briques. Enfin, d'un seul coup, tu es à Brooklyn. Une ambiance très tamisée, toujours la musique, des cocktails, une carte des vins, voilà, encore une fois, plutôt nature. Et puis, tu manges hyper bien avec des gens qui ont du talent, qui font des plats comme ça, en fonction de la pêche, en fonction de la saison. Tu peux manger une petite salade amère, mais hyper bien assaisonnée, très bien foutue. Des clients super, tu as 5 couverts là-dedans et tu es heureux. Et puis, tu ressors, il est minuit et demi, parce que c'est une adresse où moi, je vais tard. Mais j'adore cet endroit. Eh ben, Stéphanie, merci. Merci de nous avoir accueillis. On va prendre congé puisque c'est bientôt le service du soir. Écoute, oui. Le soleil se couche, donc il est temps d'y aller juste à la salle. Vous restez dîner par contre? Ouais, on va se gêner. Merci à tous. Vous pouvez regarder Bande de Foot sur YouTube. Vous pouvez écouter Bande de Foot en podcast. Vous pouvez retrouver toutes les bonnes adresses qu'on vient de citer sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, tout ce qui se partage avec des pouces et des étoiles. Évidemment, vive la cuisine, vive les amis, vive les Lequelec, vive. Vive le partage. Et puis, votez Chirac, Pierre, avec un programme, le flan pour tous. Ciao.